Donc moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis parti dans un... Je sais pas, comment on pourrait dire ça, dans une quête, d'essayer d'avoir une approche des marques qui ne soit pas qu'un ADN, que des valeurs, que quelque chose d'assez statique, identitaire et statutaire. D'essayer de dire aux marques qu'elles ont pouvoir relationnel, qu'elles doivent créer des liens entre les gens, qu'elles doivent permettre la rencontre et qu'elles doivent accompagner les gens et pas simplement les interrompre pour leur vendre leurs produits. Essayer d'avoir une démarche un peu plus généreuse. Donc ça, c'est un peu mon truc. Il y a un petit moment, j'ai commencé à parler d'accomplissement de soi, de dire qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui cherchaient à se réaliser, à être eux-mêmes. Et que on pouvait percevoir ça comme étant de l'individualisme, mais que finalement, c'était une forme de moi-nous. C'est j'ai envie d'être moi et j'ai envie d'être connecté avec les autres. J'ai envie de m'accomplir, de me réaliser et d'être en contact avec les gens. Et que ce besoin de réalisation passait aussi par le fait de faire. On voit par exemple le programme Un dîner presque parfait. On voit aussi la communication du BHV qui s'est repositionné comme étant le magasin du faire. C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant des choses et en apprenant qu'on peut ensuite partager son expérience avec d'autres personnes. Et effectivement, c'est cette idée qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes, qu'on doit être responsable. Donc c'est toute cette montée des valeurs éthiques. Derrière ça, je me suis intéressé à l'identité interactive que j'ai trouvée assez intéressante. Finalement, aujourd'hui, notre identité sur Internet est ouverte, donc ça soulève plein de questions mes données, comment elles sont utilisées, comment elles sont exploitées, etc. Mais finalement, ce qui est génial c'est que cette identité, elle est co-construite avec les autres sur notre page. Il y a des gens qui viennent nourrir ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et aujourd'hui, l'identité, elle dépend surtout de notre action. Que ce soit dans Facebook ou que ce soit dans Twitter, ou même sur mon portable quand j'envoie un SMS, je ne dis pas qui je suis, je dis ce que je fais. Et ça me permet effectivement, avec les nouvelles technologies, d'arriver à une sorte d'empowerment, d'avoir plus de moyens de réalisation, parce que je suis en contact avec des gens sur Internet, j'ai accès sur Internet à des contenus qui me donnent des moyens de réalisation dans la vie réelle. Globalement, je suis en contact avec des gens comme moi, plein de gens. Alors certains disent, mais est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des collègues? Oui, quelque part, ce sont des amis, ce sont des collègues. Et entre les deux, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui s'est construit, qui est des gens comme moi. Des gens comme moi que j'arrive à trouver sur Internet à partir de mots-clés dans mes réseaux, parce que je sais que certains aiment les films ou les fringues, ou si j'ai envie d'aller à un concert, je sais que je peux les contacter. Et ces gens-là, maintenant, je peux les actionner, je peux aller les chercher. J'ai des liens, j'ai tissé des liens. Et ces liens, à un moment donné, quand je fais quelque chose, je peux aller les chercher. Et on va construire comme ça des réseaux. Chacun va avoir son réseau, être dans le réseau de quelqu'un d'autre. Et c'est assez proche de ce que j'ai essayé de décrire comme étant l'identité interactive. C'est que les gens se définissant par des actions et étant actionnables, effectivement, on peut interagir les uns avec les autres. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des réseaux diffus, et non pas comme la campagne de McCain il y a quelques années contre Obama. Il est passé par une agence de RP et toute sa communication avait un seul point. Donc il n'avait pas accès, il n'était pas en communication avec beaucoup de monde. Par contre, Obama, qui avait un réseau beaucoup plus diffus, effectivement, avait accès à des gens assez éloignés de lui et il pouvait effectivement les impliquer, les mobiliser dans sa campagne. Ce qui est intéressant, et on commence à s'en rendre compte finalement, c'est que Facebook et tous ces médias comme Twitter, etc., ne sont pas faits que pour discuter en ligne des heures autour des marques, autour de ce qu'on fait. Moi, j'étais assez étonné quand même dans l'histoire des apéros Facebook. Tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que les jeunes ou les ados, ne passaient pas leur temps sur Facebook à discuter, ils se voyaient aussi dans la vraie vie, et qu'à se voir dans la vraie vie, ils pouvaient effectivement avoir une action collective. C'était genre la révélation. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont toujours pas compris que sur Facebook, en fait, on se parle pour faire quelque chose. Et Facebook, on parle de tout et on fait tout. Donc aujourd'hui, c'est un immense page jaune ou page blanche. Mais progressivement, on va avoir des espaces d'activité dédiés. Donc par exemple, dans le réel, il y a la cantine où on se réunit, ou ici, où on se réunit pour parler de choses spécifiques
Il y a Quaip, par exemple, aussi, où on va vraiment venir pour partager et se trouver autour des bons plans shopping ou bar. Il y a Cozop, où on va venir se réunir, et là, on va parler d'informations en ligne. Où il y a Peuplade, où on va venir, effectivement, dans un réseau ultra local, pour se rencontrer entre voisins. Et les réseaux sociaux permettent l'action, et une action collective de masse automatisée. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de construire des systèmes qui permettent à des gens, en masse, en gros volume, de réaliser une action. Par exemple, la Mobizen, c'est le covoiturage, et les gens peuvent s'auto-organiser à grande échelle. Donc voilà un peu pour vous introduire ce que je perçois comme étant l'interactivité. Donc des gens qui interagissent, et pas que des médias interconnectés. Et ces derniers temps, j'ai essayé de montrer aux agences de com et aux annonceurs comment on pouvait arriver à avoir de l'interactivité. Et donc c'est là où je me suis souvenu de ce que me disait Daniel sur les contenus, qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de publicité à base de contenu qui permet aux gens d'utiliser du contenu éditorial utile pour faire des choses. Donc on parle de recettes, on parle de... Voilà, il nous en parlera en détail. Mais, et ça rejoint quelque chose que j'avais trouvé qui était assez intéressant, qui s'appelle la brand utility. C'est comment les marques, aujourd'hui, se rendent utiles, se donnent à vivre, créent des expériences et mettent en ligne ou à la télé ou impriment des choses qui ne vont pas interrompre les gens au mauvais moment, mais plutôt que les gens vont venir chercher au moment où ils en ont besoin pour réaliser quelque chose. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Au niveau des médias aussi, où j'en suis où ? Voilà. Au niveau des médias, ces derniers temps, moi, j'ai pas mal regardé ce qui se passait avec la Connected TV ou la Social TV. J'ai l'impression que tous les médias, en fait, deviennent interactifs. On peut maintenant échanger, se parler en direct. Et la cible est de moins en moins passive. Moi, je disais au syndicat national de la télé que maintenant qu'on va pouvoir effectivement échanger et se parler autour des contenus, l'audience n'est plus passive parce qu'elle est en train de réaliser quelque chose. Pour eux, c'était très difficile à comprendre et à admettre que leur audience n'était pas passive, même si elle était en face de l'écran. Et rien que le fait, à mon avis, d'envoyer un texto ou de dialoguer, c'est déjà ne plus être passif, quoi. C'est déjà une forme d'interaction, c'est une forme d'utilisation, d'interaction autour des contenus, quoi. Donc tous les médias, effectivement, permettent aujourd'hui le dialogue, permettent l'action. On commence à comprendre que l'action, elle n'est pas en ligne ou offline, elle se déroule dans la tête, j'ai une trajectoire, je suis en train de vouloir réaliser quelque chose, faire quelque chose. À un moment donné, je vais effectivement aller online ou utiliser mon mobile pour le faire, ou je vais aller dans un magasin et le faire dans la vraie vie. Donc ça, c'est François qui nous parlera du bimédia, je trouve ça très intéressant. Et quand je suis allé, j'avais un rendez-vous chez Au Féminin et on a parlé du média au féminin. J'ai trouvé que c'était vraiment un média génial parce qu'il avait à la fois des espaces publicitaires, des contenus et des gens. Et qu'il y a une véritable communauté derrière Au Féminin qui échange, à qui on peut poser des questions si on est annonceur. Ils sont là, à un moment donné, vous les avez appelés la communauté des invisibles, parce qu'il y a aussi des gens qu'on ne voit pas parler, mais qui existent. Et à un moment donné, ils ont envoyé un petit message en disant, je ne sais pas si c'était vous ou si c'était des membres de la communauté, en disant « Est-ce que les invisibles, vous êtes là ?» Et il y a des gens qui ont répondu « Oui, je suis là, mais bon, j'aime pas trop me montrer, je vous suis ce que vous faites. » Bon, et voilà, là, c'est un média qui n'a plus simplement une audience, c'est un média qui a une communauté. Et donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir Ségolène qui va nous en parler. Et la formule magique, je l'avais mis au départ, c'est contenu... Voilà, c'est que l'interactivité dépend des contenus des gens et des réseaux. Et ensuite, comment on fait ça quand on est dans une agence de com? Comment on fait pour construire des campagnes où il y a des contenus qui sont en ligne ou qui passent à la télé qui soient utiles? Comment on fait pour qu'il y ait des gens qui interagissent autour de ces contenus, qui se parlent ou qui réalisent des actions? Et comment on fait pour choisir les bons médias sur lesquels, et à partir desquels les gens vont rentrer en contact? Et bien ça, à mon avis, ça demande de nouveaux métiers. Je prêche pour ma paroisse en disant que le planeur stratégique, effectivement, va devenir non seulement digital planeur, mais bien sûr, comme depuis 50 ans, le planeur stratégique qui maîtrise la marque, les insights conso. Donc aujourd'hui, tout ça, en fait, il va falloir des master planners qui intègrent tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de se spécialiser, ça devient un peu compliqué. Donc
Mais ce n'est pas parce que le planeur stratégique est devant la phrase qu'il est supérieur aux autres. Les autres métiers qui montent, c'est content manager. Donc ça arrive, c'est gestionnaire de contenu, ça arrive des États-Unis et de l'Angleterre. Ce sont des responsables éditoriaux, en général, qui prennent de l'ampleur, qui construisent une stratégie éditoriale, qui prennent en compte la marque, qui deviennent, voilà, qui prennent tous les atouts d'un concepteur-rédacteur qui travaille en agence, avec une forte spécificité éditoriale. Le content manager peut être un content stratégiste, et dans ce cas-là, il devient planeur stratégique 2.0, s'il maîtrise les autres. Mais il peut avoir une dimension stratégique. Le community manager, celui-là, on le connaît depuis 1 an, 2 ans. Donc voilà, c'est assez clair. C'est la personne qui gère les communautés, mais aussi va insuffler des dynamiques. Ce n'est pas que quelqu'un qui gère la conversation. Et le concepteur multimédia, donc on l'oublie beaucoup, alors que c'est quand même un métier qui existe depuis très longtemps. Designer interactif, concepteur multimédia, c'est la personne qui va gérer effectivement tous les outils, toute la dimension interface, comment l'outil que j'utilise est approprié à l'usage qui va en être fait, et comment finalement l'interface s'efface pour faire que j'ai une utilisation fluide. On connaît le métier d'ergonome, le designer interactif intègre une part d'ergonomie. Le designer interactif est capable aujourd'hui de développer des plateformes ou des services qui soient appropriés à l'usage et qui soient aussi appropriés à la marque. Dans ce cas-là, il devient planeur stratégique 2.0.